Patrice Robin, je vous demanderai de présenter brièvement la communauté de communes Carnel Pays de France. Vous avez réalisé un état des lieux social, ce qui vous a notamment conduit à mettre en place un projet assez exceptionnel qui est le bus itinérant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors brièvement, je ne sais pas, mais en tout cas quelques mots, oui. D'abord, donc le périmètre et ce qui nous a amené au constat par la suite. Carnel Pays de France est une communauté de communes qui est issue d'une fusion, puisque nous étions deux intercommunalités rurales. Pays de France d'un côté, qui abritait 10 communes pour 10 000 habitants, et Carnel Pays de France, on va dire Canal historique, sur l'autre partie avec 23 000 habitants. Donc la loi NOTRe est passée par là en 2016 et a contraint toutes les intercommunalités qui accueillaient moins de 10 000 habitants, ou moins de 15 000 d'ailleurs, de rejoindre une autre intercommunalité pour former un nouveau bloc intercommunal. C'est ce qui a été fait. Donc au départ, on n'était pas d'accord pour le faire, parce qu'on se pensait, nous, j'étais dans le côté des 23 000, qu'on était bien comme ça, et donc et la vente commence à partir du moment où le client dit non. Donc on a dit non, et on a pu aligner les planètes sur un certain nombre de choses, et aujourd'hui à tel point qu'on est très heureux de ce mariage, et non pas de cette fusion forcée. C'était véritablement un mariage cohérent, et qui forme un nouvel ensemble de 19 communes, pour un total de 34 000 habitants. Chacune de ces communes donc, est une commune rurale, et la ruralité à l'époque à la campagne, elle est en Île-de-France également, avec à 25 km de Paris une amplitude, en tout cas une distorsion en nombre d'habitants. La plus petite commune de Carnel fait 68 habitants, c'est Épinay-Champlâtreux. Il y a un très beau château d'ailleurs. Et de l'autre côté de l'histoire, donc la plus importante, c'est 5500 habitants, c'est Viarmes. Pour nous, c'est une grosse commune. Quand on parle de grosse commune, ce n'est pas du tout 5500 habitants. En général, c'est 40, 50, 60 000 habitants. Mais chez nous, c'est la plus importante. Alors celle-ci était dotée d'un CCAS, tout comme la commune de Luzarches, par exemple, ou Chemontel. Mais on s'est aperçu, en faisant l'état des lieux auquel vous faisiez référence, que dans la très grande majorité des cas, c'est-à-dire pour 15 communes sur 19, eh bien, ces CCAS étaient des CCAS de loisirs ou ludiques ou de convivialité. C'est-à-dire qu'on y recevait en fin d'année nos aînés pour faire un goûter, pour faire une sortie et pour leur remettre un colis de fin d'année par exemple. Mais en aucun cas de prendre en charge une situation sociale, en général dégradée quand il s'agit de passer la porte d'un CCAS. Donc on s'est imaginé à faire un petit audit et de regarder qui étaient les savoir-faire, quels étaient les savoir-faire de nos communes en termes d'action sociale. Donc ça se résumait à ce que je viens de vous dire, sauf pour 2 ou 3 d'entre elles. À partir de là, on s'est posé des questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour apporter une réelle réponse sur un territoire de 19 communes, je l'ai dit, mais de 125 km², ce qui est très grand. On s'est rapproché des services du département, notamment de Lansana Touré, et on a commencé à travailler avec un certain nombre de partenaires, la MDPH et d'autres, et on s'est rendu compte qu'on avait par exemple 2000 dossiers avec droit ouvert à la MDPH. Pour un petit territoire, on a considéré que c'était beaucoup. On avait 160 dossiers RSA, on avait enfin nos choses. Et sur le RSA, eh bien, on était un peu en zone blanche, pour reprendre un terme un peu adapté, et qui ne permettait pas d'aller au plus près, puisque nous étions un peu éloignés de Cergy quand même, de ces personnes, de ces bénéficiaires. Alors à partir de là, on a trouvé les points d'entente qui ont formé ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir, nous avons conventionné avec le département, avec donc, l'ANSAMA, pour pouvoir avancer et nourrir cette nouvelle organisation qui s'est appelée le CIAS, puisque Laure est intervenue à ce moment-là, nous a accompagnés dans ce projet et nous a pris par la main. Et à partir de là, on a pu monter ce projet. Je vous donnerai un peu d'éléments sur le contenu après, puisqu'il est très vaste. Mais voilà un peu en termes de présentation ce qui nous a amené à faire ce CIAS. On est très heureux aujourd'hui. Et donc, quelques mots sur ce bus itinérant Alors voilà, donc c'est la transition. Voilà. Donc on s'est rendu compte d'une chose importante, c'est qu'on ne pouvait pas accueillir à partir d'un seul endroit. Et puis je reprécise aussi que les services publics en zone rurale, c'est encore pire qu'en zone urbanisée. Même si on nous appelle les rurbains, on est plus rur que bain. Donc il y a quand même cette problématique-là. Donc
la meilleure façon pour nous de pouvoir répondre à cette offre tellement attendue de nos administrés sur les territoires, c'était d'aller vers. Alors c'est devenu à la mode un peu comme terme depuis la crise Covid, mais c'était d'aller au plus près des administrés. Et pour ça, donc, il fallait inventer un modèle qu'on ne connaissait pas. Là aussi, avec le département qui nous a accompagnés sur tous les plans, donc, et l'UNCAS, donc, nous avons mis en place un bus qui a été entièrement conçu à partir des problématiques qu'on a soulevées, c'est-à-dire la confidentialité, la possibilité d'être suffisamment agile, de pouvoir accueillir été comme hiver à l'intérieur du bus. Donc on a 3 bureaux à l'intérieur, la confidentialité est assurée, on se stationne systématiquement sur les places des mairies, ce qui nous permet d'avoir accès à l'électricité, mais aussi, lorsqu'il y a beaucoup de monde, puisque c'est maintenant le cas, de pouvoir accueillir à l'intérieur de la mairie, si c'est nécessaire, avec nos travailleurs sociaux. Dans le bus, il y a trois travailleurs sociaux, dont un conseiller numérique qui lutte contre la fracture numérique et qui accompagne nos administrés sur les problématiques de toute nature. Et j'entendais à la radio tout à l'heure en venant que l'État demande aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la fiscalité, donc un document à remplir qui permet d'avoir une visibilité totale des propriétés secondaires, résidences principales ou autres. Donc à partir de là, quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas accès à Internet, où vous n'êtes pas habitué à l'outil, que vous avez ces problèmes-là, donc le conseiller numérique est là pour lutter contre cette fracture numérique et vous accompagner dans vos démarches. Et c'est pas seulement sur ce type d'action. Dans le bus, nous avons 13 services. Nous avons les services du département, on l'a dit, MDPH, RSA notamment, mais aussi les services de l'État, dits France Service. Donc ils sont au nombre de 9, la CAF, Pôle emploi, la CNAV, vous connaissez la suite, elle est longue, mais aussi tout le reste, les dossiers de surendettement par exemple, et ils ont été nombreux un temps. Et on accompagne aussi les deuils. Quand une famille est endeuillée, eh bien, il y a une partie administrative à faire derrière, eh bien, on accompagne tout ça. Donc on sait accueillir aussi la détresse psychologique, et c'est tellement utile et tellement reçu comme étant une réponse adaptée qu'on a la queue à ce bus donc en permanence. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut maintenant, face à ce succès de fréquentation, eh bien, ne pas être en rupture avec toutes ces personnes qui, alors, sans parler d'addiction au bus, mais en tout cas viennent là aussi pour se rassurer. Voilà, il y a une vraie notion de service public. Merci beaucoup. Lansana Touré, Patrice Robin a cité l'accompagnement du département. Pourquoi est-ce que vous avez donc souhaité accompagner cette mise en place? C'était un projet majeur pour le département et le CIAS. Oui, bonjour. Lorsque Patrice Robin m'a demandé de l'accompagner ce matin pour parler de ce projet, c'est avec plaisir que j'ai accepté, parce que pour moi, c'est le modèle qu'il faut faire, vraiment. C'est un projet qui est parti d'une volonté politique, ça vient d'être rappelé, il n'y avait rien. Donc les élus se sont mis d'accord, on fait un état des lieux des besoins sociaux et ont évolué vers ce projet qui a vu le jour et qui est aujourd'hui favorablement accueilli par la population parce qu'il répond à des besoins réels. Pour un département, comme vous le savez, les départements sont les chefs de file de l'action sociale. Donc nous déployons des politiques de solidarité, que ce soit en matière d'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de protection de l'enfance et de RSA, de l'emploi. Et les CCAS sont nos partenaires privilégiés. Ce sont les premiers partenaires du territoire. Pour moi, on est d'abord citoyen d'une commune avant d'être citoyen d'un département, d'une région, voire d'un État, parce que c'est là où nous avons notre vie quotidienne. Donc c'est tout naturellement qu'on a, avec nos élus départementaux, accepté d'accompagner ces petites communes qui sont perdues dans le méandre administratif, dans la relation à l'État. C'est pas simple, tous ces dispositifs qui s'empilent, tous ces dossiers qu'il faut remplir pour avoir des subventions. Au département du Val d'Oise, nous avons depuis longtemps un dispositif d'aide aux communes. Nous sommes l'un des premiers départements à avoir fait ça.
l'État pour apporter de l'ingénierie, notamment aux petites communes. Et c'est sur cette base qu'on est venu, on a été convaincre mairie par mairie, parce que ce n'était pas évident dans des réunions nocturnes parfois pour expliquer ce que le social, parce que le social est parfois vilipendé, c'est comme ça, mais dans la réalité, c'est le quotidien des personnes. Donc nous sommes arrivés à accompagner l'intercommunalité qui a fondé son CIAS, c'est l'un des tout premiers en Île-de-France, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, on a déposé les dossiers France Service avec l'accompagnement de l'État. On a réussi à monter ce dispositif, à embarquer les services sociaux. Il y a de l'information, il y a du travail sur dossier. Nous avons des interlocuteurs à l'intérieur de la CAF, à l'intérieur de Pôle emploi. Donc tout ça, en allant vers les populations. Et dans des territoires comme les nôtres, parce que le Val d'Oise, il symbolise quand même ce qui se passe aujourd'hui en France, avec des zones urbaines densément peuplées, avec des difficultés, mais aussi des zones rurales. Nous avons aussi des difficultés dans ces zones urbaines aujourd'hui où les populations ne viennent plus vers nous. Le succès de ce bus a amené le département aussi à armer son dispositif de bus, parce qu'on a aujourd'hui un bus France Service itinérant pour le département sur d'autres territoires. Et là, c'est nous qui avons été chercher le savoir-faire de l'intercommunalité qui était passé par là, qui avait fait les dossiers, qui avait designé le bus. Donc voilà, on est dans quelque chose de très intéressant et surtout de très utile pour les populations. C'est Patrice Robin qui a inspiré le bus mis en place au niveau du département. Est-ce que vous connaissez le même succès? Oui. C'est vraiment une démarche essentielle pour l'accès au droit. Nous connaissons le même succès. On a des communes desservies aujourd'hui qui ne sont pas très nombreuses parce qu'il faut y aller progressivement. Nous avons des demandes et le département a aussi armé un bus PMI. Sur le même modèle. Donc il a été inauguré par notre présidente Marie-Christine Cavecchi en octobre dernier. Et ce bus PMI, il répond à un réel besoin parce que nous avons dans nos territoires beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui n'arrivent plus à se déplacer, faute de transport, voire parfois faute de connaissance de ce qui est proposé. Donc notre présidente a vraiment porté ce projet-là et il a été inauguré au mois d'octobre dernier. Nous allons vers les femmes avec des médecins, avec des puéricultrices pour apporter le soin nécessaire. Donc voilà, dans des territoires comme les nôtres, il y a besoin de ce service. On ne peut pas attendre aujourd'hui derrière les grandes institutions pour qu'elles viennent vers les populations parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Donc les petites communes, le modèle, franchement ce modèle, je le dis encore, c'est quelque chose à reproduire dans son fonctionnement. Vraiment, l'addition d'une volonté politique d'élus de petites communes et puis l'adéquation avec des besoins réels de la population. Merci beaucoup. Donc, comment l'Union nationale des CCAS peut accompagner à la fois le développement des CIAS et la mise en œuvre des projets de ce type qui sont réellement innovants? Comment vous avez travaillé ensemble? Alors, comme le disait M. Robin, nous sommes intervenus sur la communauté de communes à sa demande, en mettant autour de la table l'ensemble des élus de l'Interco qui avaient CCAS ou pas. Et l'idée, c'était en amont d'identifier des problématiques et des lieux ressources aussi qui soient communs et de se dire comment, ensemble, après fusion en plus, nous pouvons travailler à régler les problématiques sociales. Donc c'est une formation, action
qu'on propose toujours, qui marche très très bien et qui, comme vous le disiez tous les deux d'ailleurs, la création d'un CIS vient répondre à un besoin aussi bien dans les territoires ruraux qu'urbains, effectivement. Donc on propose toujours cette formation qui d'abord est un diagnostic, une perception de l'élu. On demande bien aux élus de répondre à ce qu'on appelle un canevas de réflexion pour avoir leur perception. Et ensuite on en échange tous ensemble pour trouver une définition de l'intérêt communautaire de la compétence et donc ce qui viendra être proposé par le CIS. Moi j'avais juste une question, Monsieur Robin. Est-ce que les CCS existent toujours les CCS qui existaient avant la création du CIS, est-ce qu'ils existent toujours? Alors oui, c'est fondamental. C'est fondamental parce que l'idée, c'est pas de se substituer à ce que les maires savent faire dans leur commune. Ce qu'ils savent faire, il faut leur laisser le faire. Sinon, c'est un obstacle. Donc ce qu'on a fait, c'est mettre les CCAS en réseau. Et on a apporté dans ces coquilles un savoir-faire, une compétence, des compétences. Donc c'est ça l'intérêt de la chose. Et au départ, il y avait une crainte quand même de la part des maires, me disant oui, mais si tu fais ça, on va perdre, déjà qu'on perd beaucoup de souveraineté dans les communes par les intercommunalités notamment. Donc les maires ne sont pas toujours très chauds à ce type de projet si c'est pas bien pensé. Donc on a fait que ajouter ce qui n'était pas présent dans le périmètre existant du CCAS, tout ce dont on a vu tout à l'heure le contenu, pour pouvoir... voilà. Et, au départ, la première critique quand on veut monter un CIS, c'est de dire ok, tu veux faire du social, mais le social, ça coûte. Si tu fais quelque chose, tu auras une demande. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas de demande. Donc ça coûtera moins cher. Mais aujourd'hui, force est de constater que le bénéfice, il est immatériel, mais il est tellement important parce qu'on remplit donc, une carence des services de l'État, on se substitue, il y a un déplacement quand même. Et par rapport à cette désertification des territoires, des services publics, eh bien, on répond à ça et c'est probablement, alors nous on l'a fait dans la ruralité, ça peut exister partout, mais en tout cas, l'itinérance, c'est une vraie réponse adaptée dans les territoires ruraux. Merci. Merci beaucoup Patrice Robin, merci Lansana Touré, merci beaucoup Laure Berton. C'était un éclairage absolument passionnant. Merci et très belle journée.